Bonjour, bonjour chers amis. Je voulais que vous veniez et qu'on commente un peu tous les documents qui circulent sur Internet relatifs à l'affaire Martinez-Zogo. Nous avons reçu, comme tout le monde, l'ordonnance de renvoi du juge Zier en ce qui concerne cette affaire. Bon, je vois que vous commentez un peu ça. J'ai reçu ça sur ma page aussi. Et vous êtes nombreux à me demander ce que ça signifie parce que malheureusement, tout le monde ne comprend pas le langage juridique. Et donc, j'ai pris l'initiative de venir vous expliquer ce que ça signifie, quels sont les enjeux. Et puis, bon, la suite, c'est qu'on peut espérer à la suite. Donc, je vais commencer par vous dire bonjour. Bonjour Karine, Tienke Zembou, bonjour. Je vais laisser rapidement le message, je vais laisser un message et puis vous allez le lire par la suite. Donc, je disais que j'ai vu comme tout le monde l'ordonnance de renvoi du juge Zier. Qu'est-ce que ça signifie une ordonnance de renvoi? Ça signifie qu'après les enquêtes préliminaires, toutes les enquêtes préliminaires, le juge a décidé qu'il y a matière à suivre. Ça veut dire que lorsque le juge a fini de faire ses enquêtes, il a vu qu'il y a quelque chose qu'on peut poursuivre, il y a des éléments concordants qui permettent de porter l'affaire devant la barre. Donc cette ordonnance signifie simplement qu'ils vont être jugés parce qu'ils étaient encore dans ce qu'on appelle le cabinet d'information judiciaire, c'est-à-dire qu'on les recevait encore dans un bureau. Maintenant, il y aura un procès public et les avocats vont pouvoir présenter les éléments de défense et la justice sera dite. Donc, je viens d'abord pour vous expliquer. Ce qui a été publié ce n'est pas encore la décision de justice. Ce n'est pas encore la preuve que effectivement les personnes qui sont condamnées ou alors qui sont désignées sont vraiment coupables de quoi que ce soit. Ça signifie simplement que le juge estime, le juge d'instruction, parce que lorsqu'on parle déjà d'affaires criminelles, il y a des étapes. La première étape est le cabinet d'information judiciaire. Et le cabinet d'information judiciaire, en fonction de ce que le commissaire du gouvernement, qui est le procureur dans les tribunaux militaires, a retenu, un juge d'instruction a fait des enquêtes, a interrogé tout le monde et a trouvé qu'il y a matière à poursuivre les personnes qui sont désignées dans le cadre de l'affaire de Martinez-Zogo. Nous sommes des juristes, on va prendre des précautions langagières tout au long de cette dissertation. Oui, Ivana Zampo, vous m'avez envoyé beaucoup de messages pour que je m'exprime dessus. Donc, nous allons nous exprimer dans le cadre purement pédagogique. Pour que vous compreniez que la justice, c'est pas les réseaux sociaux. La justice, c'est pas Facebook. Parce qu'il y a beaucoup de magistrats sur Facebook, il y a beaucoup d'avocats sur Facebook. Il faudrait que je vous donne des éléments pour essayer un peu de comprendre ce que tout cela signifie. Je ne vais pas effacer, partager le direct, appeler les autres si vous voulez. Appelez les autres si vous voulez, mais je vous laisse le message, je ne vais pas effacer. Donc, voilà ce que je vous explique que cette ordonnance de renvoi signifie simplement que ces personnes vont être effectivement poursuivies pour les chefs d'accusation qui ont été retenus contre eux. Cela ne signifie nullement qu'ils sont coupables d'assassinat ou alors de complicité d'assassinat, complicité de torture, conspiration. Mais je vais d'abord vous expliquer pas à pas et après nous allons disserter dessus. Qu'est-ce que ça signifie, la complicité d'assassinat? Lorsqu'on parle déjà de complicité d'assassinat, ça signifie qu'il n'y a pas une seule personne qui a assassiné. C'est un groupe de personnes qui se sont arrangées pour assassiner la personne. Lorsqu'on parle de complicité de torture, c'est des gens qui se sont entendus, qui se sont associés pour aller torturer quelqu'un. Et lorsqu'on parle de conspiration en vue de l'arrestation, en vue de la torture, comme cela est le motif retenu pour Bruno Bidjan, ça signifie qu'il a participé, il était présent, il a œuvré dans le fait qu'on veuille arrêter, qu'on veuille torturer Martinez-Zogo. Donc,
Ce qu'on vous explique simplement, je voulais simplement, je vais lire vos messages après, laissez-moi m'exprimer. Donc, nous, ce qu'on constate, simplement, c'est qu'effectivement, Martinez Ozogo a été assassiné. Et il y a déjà un premier juge qui reconnaît qu'il s'agit d'un assassinat. Donc, il y a des personnes qui se sont entendues pour lui ôter la vie. Et que le DGRE, le patron des services secrets, est lui accusé de complicité de torture, c'est-à-dire que il a initié une opération d'arrestation et de torture d'un citoyen camerounais. Mais je sais que nombreux parmi nous n'avons pas lu un petit élément quand même qui nous interpelle ce matin. Voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de vous laisser cette communication. Dans l'audition, dans l'ordonnance de renvoi, nous voyons que c'est depuis 2015 que Martinez avait été désigné pour cible. Dans le langage des services de renseignement ou surtout de la DGRE, lorsque quelqu'un est désigné pour cible, ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on doit neutraliser. Et la question est de savoir pour quelles raisons, en 2015, déjà ils ont désigné dossier presse. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de journalistes qui devaient être neutralisés. Ils ont créé tout un dossier appelé le dossier presse. Et c'est dans ce dossier presse que Martinez avait été désigné comme cible et de nombreux journalistes aussi. Nous, en tant que citoyens, ça nous interpelle un peu, à savoir que dans un pays de démocratie, il existe quand même des citoyens qui constituent des cibles à effacer et qui sont poursuivis jour et nuit jusqu'à ce que le forfait soit commis. Et donc, c'est ce que nous avons constaté dans l'affaire de Martinez Ozogo, que depuis 2015, les agents de la DGRE disent que depuis 2015, Martinez Ozogo est désigné pour cible par la DGRE et qu'il était suivi à cet effet pour qu'à la fin, il soit neutralisé. C'est très intéressant, cet élément de l'ordonnance de renvoi qui nous enseigne simplement qu'au Cameroun, vous pouvez vivre comme ça normalement, vous ne savez pas que il y a des gens qui sont déjà mis derrière vous pour vous poursuivre et quand ils vont trouver l'occasion, ils vont vous assassiner. C'est très grave ce que nous avons découvert dans l'ordonnance du juge qui circule actuellement sur les réseaux sociaux. Et donc, lors du procès des personnes qui ont été inculpées, les juges vont chercher à savoir quelle est la quintessence du travail d'un DGRE. Parce que c'est dessus que va se poser pourquoi depuis le 2015, alors que Martinez n'avait pas encore les documents sur la ligne 94, la ligne 67, toutes les lignes qu'on cite et que finalement, qui sont désignées comme le motif pour lequel certaines personnes ont décidé de l'assassiner. Depuis 2015, Martinez est désigné comme cible à effacer par la DGRE. Donc, moi, je pense que malheureusement, c'est un procès qui se fera après Biya, parce que je vous rassure déjà, hein, les procès du tribunal militaire, lorsque vous êtes arrêté et jugé, et pour être jugé par le tribunal militaire, c'est en moyenne 3 ou 4 ans pour qu'il y ait une décision. Donc, c'est des procédures qui durent vraiment longtemps. Je pense en ce moment, hein, vous voyez, je suis un peu déstabilisé à la famille de Martinez parce que je me dis quand même que c'est un ouf de soulagement pour eux. Ça fait plus d'1 an que le corps de Martinez, si on peut encore appeler ça encore, hein, sa dépouille, ou alors les restes qui ont été abandonnés sont à la morgue. Je pense qu'ils vont pouvoir faire leur deuil parce qu'ils savent désormais ce qui s'est passé avec leur fils. Donc, vraiment beaucoup de courage à cette famille et nous sommes de tout cœur avec elle. Et nous leur envoyons notre soutien. Parce que personnellement, j'ai connu Martinez Ozogo. Parfois, il est souvent venu chez moi en compagnie de Nyassa Soleil. Il venait souvent à mes bureaux. C'est quelqu'un que j'ai personnellement fréquenté. Et donc, de découvrir hier l'histoire de sa mort, ça m'a beaucoup affecté. Et donc, j'ai pris l'initiative ce matin de venir m'exprimer avec vous dans un sens purement pédagogique. Premièrement, que vous compreniez comment se passe la justice
et aussi en analyser les éléments politiques qui découlent de cette ordonnance de renvoi du juge Nzié. Donc, quand j'ai envoyé tout notre soutien à la famille de Martinez, nous disons que le procès de Maxime Ekweko et consorts va être le procès du régime de Biya. Parce que le DGRE, malheureusement, étant donné qu'il est inculpé de complicité de torture, parce que vous savez que la torture, généralement, lorsque quelqu'un décède des suites de torture, l'auteur de la torture encourt environ 20 ans de prison. Environ, hein. Je vous dis, quand un juge est clément, c'est 20 ans de prison. Et les auteurs d'assassinat, c'est la prison à vie. Et donc, les juges vont chercher à comprendre pourquoi un patron de la DGRE peut désigner un citoyen comme étant une cible à effacer. Et le DGRE, malheureusement, sera obligé d'expliquer aux Camerounais en quoi consiste son travail. Nous, on estime que ce qui a été dévoilé dans l'ordonnance de renvoi est quelque chose d'extrêmement grave. D'extrêmement grave pour les droits de l'homme. C'est bien la preuve que notre pays ne respecte pas les droits de l'homme. D'extrêmement grave pour la démocratie. Vous voyez, comme je vous ai dit tantôt, des citoyens qui sont désignés pour cible, qui sont suivis jour et nuit, et dans le but d'autres citoyens qui sont payés pour exécuter, pour tuer des citoyens. Et nous estimons que c'est très grave ce qui s'est passé. Mais la réalité, c'est que c'est le véritable travail de la DGRE qui, en principe, dans la lettre de la constitution de cette direction, on dit Direction générale des recherches extérieures. Ça veut dire qu'en principe, la DGRE est un service de police et d'armée qui est chargé de travailler pour le Cameroun à l'étranger. Mais nous découvrons aujourd'hui que cette DGRE travaille beaucoup plus au Cameroun pour poursuivre des citoyens, pour tuer des citoyens, pour torturer des citoyens, et c'est très grave. Et je dis, c'est un très grand pas en avant que la justice camerounaise vient de faire, de décider que désormais, ceux qui torturent impunément, ceux qui tuent impunément, les citoyens vont être poursuivis au même titre que des simples citoyens. Au même titre, parce que rien ne donne le droit à un individu d'ôter la vie à un autre, sous le fallacieux prétexte que cet individu représente un danger pour un régime. On vous dit que c'est depuis 2015. Allez bien lire l'ordonnance de renvoi. Il y a une assistante du DGRE qui dit que c'est depuis 2015 qu'ils ont collé une cible derrière Martinez Zogo et qui a tout un dossier appelé dossier presse. C'est-à-dire que tous les journalistes qui ont été assassinés, tous les journalistes qui ont été tués, tous les journalistes qui ont été torturés, en réalité, ont été des victimes de la DGRE. Et c'est très grave ce que nous venons d'apprendre. C'est très grave ce que nous venons d'apprendre. Il faut que les citoyens demandent au régime de Biya pourquoi on peut museler la presse, pourquoi on peut torturer les journalistes au point de constituer tout un dossier de la DGRE pour tous les journalistes qui doivent être torturés. C'est très grave ce que nous avons appris dans ce dossier presse. Mes chers amis, c'est très grave ce qui a été dit. Et donc, la justice va demander à Maxime Ekweko qu'est-ce qui est contenu dans ce dossier presse, parce que lui, il a peut-être été enlevé de son poste. Mais ceux qui ont été désignés vont continuer, parce que c'est leur travail. Pourquoi on peut constituer tout un dossier dans lequel on décide que des journalistes doivent être enlevés? Des journalistes doivent être torturés, des journalistes doivent être assassinés. Ça nous permet d'évoquer le cas de Paul Chouta. Donc ça signifie simplement que c'est Paul Chouta aussi faisait partie de ce dossier presse de la DGRE. Il a été sauvagement torturé. Heureusement qu'il a beaucoup de vie en lui. Il a survécu. Alors,
Qui donne les ordres à la DGRE? Voilà le véritable questionnement. Qui donne les ordres? La DGRE est sous les ordres de qui? Est-ce que la DGRE, c'est un service isolé ou un individu comme le directeur qui peut désigner, qui peut décider tout seul de poursuivre des citoyens, non pas pour les présenter à la justice, mais pour décider de leur vie ou de leur mort? Nous, on pense que c'est trop grave. Nous pensons qu'un tel service, mais Alain Thierry Maticam, c'est bien ce que je vous expliquais. C'est que vous ne me comprenez pas, vous venez vous amasser sur mon direct. J'ai dit que le travail de la DGRE, c'est tuer les gens. Et nous disons qu'un tel service ne doit pas exister dans une démocratie. Le travail de la DGRE camerounaise, ailleurs, les services de renseignement font de l'espionnage industriel, font de l'espionnage... je ne sais pas, mais au Cameroun, la DGRE, elle sert uniquement à tuer les gens. C'est bien ce que je répète. C'est bien ce que je suis en train de dire. Quand vous ne comprenez pas, prenez le soin de comprendre au lieu de venir poser des questions. Dans une démocratie, dans une république, où les droits de l'homme sont respectés, un tel service, quand on écoute, c'est pour ça que ça devrait rester secret. Je vous ai dit que le simple fait de présenter les agents des services secrets à la justice va dévoiler tous les crimes d'État qui ont été causés par le régime de Biya. Tous les crimes d'État, parce que leur travail au Cameroun, c'est tuer des gens, c'est neutraliser tous les opposants politiques, soit par des empoisonnements, soit par des tortures et des assassinats comme vous avez vu. Ailleurs, ils ne tuent pas. Ailleurs, ils ne tuent pas, mais je ne sais pas, je ne veux pas parler d'autres services, je parle d'une autre. Un tel service ne doit pas exister. On suppose que les forces de police et de gendarmerie sont là pour neutraliser les citoyens et les présenter à la justice, et non pour les tuer. Et non pour les tuer. Ça signifie simplement... C'est vraiment un scoop énorme. Et c'est pour ça que j'estimais que vraiment le régime est en déroute. Parce que le simple fait de présenter le patron de la DGRE, les juges vont lui demander en quoi consiste cette affaire de dossier presse. Il va leur dire qu'en réalité, le régime avait décidé que tous ceux qui parlent, que ce soit sur Internet, que ce soit les journalistes voilà, sont des cibles à abattre. Et on apprend aussi qu'il y a des opérateurs économiques qui peuvent être des donneurs d'ordre de la DGRE. C'est très grave ce qu'on apprend là. Donc, je voulais vous dire que le procès Maxime Eko sera le procès du régime de Paul Biya. Ce sera le régime de... Parce que Danwe est resté cohérent du début jusqu'à la fin. Danwe dit, mon travail c'est recevoir des instructions et les appliquer. J'ai reçu instruction de ma hiérarchie d'enlever, d'arrêter, d'enlever, de séquestrer, de torturer un citoyen. Et j'ai répercuté les ordres sur mes subalternes qui ont agi et qui malheureusement, après avoir torturé et tué, la cible est morte. Ou alors il dit qu'il a reçu l'instruction d'effacer Martinez. Donc, nous, on préfère rester prudent parce que, comme je vous ai dit, là, c'est la première étape. L'ordonnance de renvoi signifie simplement que bon, Nancy Fille, il sera obligé, le patron de la DGRE ne dévoile jamais ses missions ni ses donneurs d'ordre. Mais en ce moment-ci, aucun patron de la DGRE n'a jamais été poursuivi par la justice pour assassinat. Donc, dans ce cas, soit il va prendre de la prison, condamnation à mort, soit il sera obligé de donner aussi ceux qui lui donnent des ordres de faire ses missions. Malheureusement, le DGRE ne dévoile pas ses donneurs d'ordre simplement dans un régime où les choses fonctionnent normalement.
Mais on peut constater, avec l'arrestation, c'est une grande première. Depuis 64 ans que la République du Cameroun existe, les fauchivés ont été DGRE. On sait, on imagine le travail qui a été abattu par Fauchivé pendant les années de Braise. Mais personne n'a imaginé qu'on pouvait faire le procès de Jean Fauchivé. Avec le CNR, à l'époque ça s'appelait CNR. Mais lorsque le DGRE va être jugé comme un citoyen normal lambda, la justice va lui demander en quoi consiste réellement son travail. Parce que les lois du Cameroun n'autorisent personne, même pas le chef de l'État, de décider de la vie ou de la mort d'un citoyen. Même Paul Biya ne peut pas décider de tuer quelqu'un. Et donc Maxime Eko, malheureusement, ce sera un procès qui va se faire peut-être dans 4 ans, ou dans 3 ou 4 ans. Malheureusement, Paul Biya ne sera peut-être plus là. Mais ce procès sera le procès du régime de Paul Biya. Parce que, malheureusement, les juges vont chercher à comprendre, puisqu'ils l'ont mentionné, le juge l'a mentionné, c'est quoi le dossier presse? Bah, c'est tous les journalistes qui ont été assassinés, c'est tous les journalistes qui ont été torturés. Et ceux-là aussi méritent justice, comme Paul Chouta. Donc je vous dis que c'est un procès qui s'annonce croustillant. Ce sera le procès du régime de Paul Biya. Et donc, je vous assure que personnellement, je suis frustré de savoir que dans mon pays, le simple fait d'exercer son droit, la liberté d'expression, peut conduire des gens à la mort, à une mort cruelle. Et donc, c'est vraiment les réseaux sociaux qui sont venus mettre la pression sur cette affaire. Nous devons remercier tous les activistes. Quel que soit leur bord, ils ont fait le travail. Parce que ce travail-là, le cas Martinez, l'affaire Martinez, causera un précédent au Cameroun. Personne ne doit plus être inquiété au Cameroun pour ses opinions politiques. Maintenant que nous savons à quoi sert cette DGRE-là, ce service doit être dissous. Dans une république où on respecte les droits de l'homme, on ne peut pas créer un service, tout un service pour faire des dossiers sur des citoyens en vue de les tuer et non en vue de les présenter à la justice. Nos lois ont organisé la justice. Lorsqu'un citoyen enfreint la loi, il doit être présenté pour être jugé. La peine de mort n'existe pas au Cameroun. La peine de mort n'existe pas au Cameroun. C'est très grave ce que nous venons d'apprendre. Que des services de l'État organisent depuis 2015. Martinez a été tué en 2023. Mais c'est depuis 2015 qu'il a été décidé de neutraliser Martinez Zogo et d'autres journalistes dans un dossier qu'ils ont baptisé dossier presse. Et donc, vraiment ce que nous venons d'apprendre est très grave.
Les citoyens doivent réclamer justice, non pas seulement pour Martinez, mais tous pour tout ce que ce régime a tué. Personne ne dira qu'il n'était pas au courant des activités de Maxime Eko. Puisqu'ils disent que l'essentiel des réunions tenues dans la salle de conférence de la DGRE allait dans le sens de neutraliser des personnes, d'intimider des personnes, de tuer des personnes. La République, je vous ai dit, la République est dans la rue. Lorsqu'on pense qu'un simple citoyen, fût-il multimilliardaire, peut décider de vous ôter la vie en utilisant les instruments de l'État. C'est très grave. On ne va pas nous dire que c'est pour de l'argent. Non, c'est pas pour de l'argent. Comme je vous ai dit tantôt, Maxime Eko a reçu des instructions qui venaient de plus haut. Et on a utilisé un financier pour désintéresser tous les gars qui allaient travailler. Les prêtres qui ont été assassinés, les sœurs de Djoum, Brian Fombor, le journaliste Ouazizi, Paul Chouta, tous ces citoyens réclament justice. Tous ces citoyens réclament justice. C'est écœurant. Je n'ai même pas la force. C'est parce que vous êtes venus, oh, on voulait t'entendre dans cette histoire. C'est écœurant ce qui s'est passé. Et donc, je vous dis, chers compatriotes, lorsque vous avez vu, les réseaux sociaux ont dévoilé que même moi, je fais désormais partie de ce dossier presse pour avoir dit qu'en 2025, vous ne pouvez plus porter un homme de 92 ans au pouvoir. Ça mérite la mort au Cameroun. Ça mérite qu'on me neutralise. Charles Ateba Yene a été empoisonné. Son corps réclame justice. Ils se sont seulement précipités avec l'affaire Martinez-Zogo. D'habitude, ils empoisonnent. Donc je vous dis, chers amis, c'est très grave ce qui s'est passé. Ce qu'on vient de nous dévoiler. Et ces gens sont partout puisqu'ils travaillent à Paris, partout et partout ils sont là. Dès qu'ils reçoivent instruction, empoisonner un tel. En France, bon, ils empoisonnent seulement. Vous vous retrouvez avec une maladie rare, quelque chose de rare. Et après 1 ou 2 mois, on apprend que vous êtes décédé. Bon, maintenant, je vais commencer à répondre à vos questions. Tellement je suis dégoûté. Donc, c'est normal que Bruno Bidjan soit impliqué dans l'histoire de la DGRE alors qu'il est civil. Bien sûr, c'est pour ça qu'il passe au tribunal militaire. Parce qu'il était au courant. Il a contribué. Lorsque il a fallu mettre le plan, parce que lui, il est poursuivi pour complot. Lorsqu'on mettait le complot en marche, s'il a simplement transporté de l'argent, s'il a envoyé un Western Union à l'une des personnes désignées dans le cadre de cette affaire, s'il a échangé avec ces personnes-là, si on a trouvé dans son téléphone des dépôts Orange Money qu'il a fait à ces personnes-là, c'est le complot. C'est pour ça que il est
inculpé en complicité. Pas en complicité. Comme comploteur, quelqu'un qui a participé au complot. Mais lui, sa peine, s'il est reconnu coupable, sa peine sera légère. Il pourra prendre 10 ans de prison. Donc, Bruno Bidjan risque 10 ans de prison s'il est reconnu coupable. Mais les autres, c'est Maxime Eko et risque si les juges sont cléments. Et s'il réussit à démontrer que l'ordre de neutraliser Martinez venait de plus haut, malheureusement, il n'aura rien devant la justice pour prouver que, parce que les ordres, généralement, ça, voilà, il n'aura rien. Donc, il va prendre au maximum. Parce que c'est insoutenable ce qui s'est passé. J'ai dit que Bruno Bidjan risque 10 ans de prison. Et je crois qu'il va les prendre parce que le tribunal militaire, pour tous ceux qui ont déjà eu affaire à la justice, savent que c'est le tribunal qui ne badine pas avec les peines. Lorsqu'on vous envoie au tribunal militaire, eux, ils font vraiment ce qu'on appelle l'application de la loi. Donc, tous ceux qui sont inculpés en complicité de torture prendront 25 ans de prison. Et donc, je crois que Amour Belinga risque 25 ans de prison pour complicité de torture. Bon, Liberté, j'ai déjà lu un truc. Et pourquoi Bruno Bidjan ne s'est pas exilé quand il était en Côte d'Ivoire? Oui, malheureusement, vous savez, je vous ai dit que la prison, c'est comme la mort. Hein. Lorsque le destin vous habille la prison sur votre chemin, vous ne pouvez pas échapper. Je vous assure que même moi, lorsque j'arrive au Cameroun et que je commence à faire la campagne pour l'élection de la présidence de la FECAFOOT, on m'informe qu'il y a des gens qui ont décidé qui vont me neutraliser. Mais comme je savais que je ne vivais pas au Cameroun, je n'avais aucun problème avec personne. Je me souviens encore, c'est ma soeur Sandra qui est venue me dire à la maison qu'il y a un capitaine de l'armée qui l'a appelé pour lui dire que je vais être arrêté. On était même à 8 mois de mon arrestation. Je lui dis, mais on va m'arrêter au Cameroun. Pourquoi? Elle me dit, laisse les affaires de la FECAFOOT. C'est Sandra qui me dit ça. Elle me dit, laisse les affaires de la FECAFOOT. Sinon, on va t'arrêter. Moi, je ne savais pas c'était quoi. J'ai pris à la légère. Et ça, il faudrait que je lui fasse ce témoignage-là. Parce que, bon, voilà. Elle m'a dit qu'un capitaine m'a téléphoné. Il travaille à Douala. Il m'a fait comprendre que ta sœur sera arrêtée. Et donc, elle m'a dit, quitte le Cameroun. Et moi, tellement c'était gros, j'ai dit, mais attends, moi je suis en campagne. Je vis pas au Cameroun, je vis en Guinée équatoriale. J'ai aucun problème avec quelqu'un ici, comment je serais arrêté? Et 8 mois plus tard, malheureusement, je suis arrêté et accusé que pendant que je vivais en Guinée équatoriale, il y a un monsieur qui dit qu'il travaillait avec moi, qui aurait pris de l'argent aux gens. Et qu'il a pris l'argent à ces gens pour envoyer à un autre monsieur à Douala qui devait envoyer à son petit frère de m'envoyer. Et c'est comme ça que j'ai été arrêté et j'ai fait 8 mois de détention préventive. Et on n'a jamais vu toutes ces personnes qui étaient désignées là. Une façon de vous dire que même moi, des mois auparavant, j'ai même une sœur, j'ai une sœur aussi de Djoum qui m'a appelé 2 semaines avant mon arrestation pour me dire, Marlène, si tu as la possibilité, quitte le Cameroun. Il a déjà été décidé que tu seras arrêté. Je me suis mise à rigoler. Je me souviens, j'étais au balcon de la maison que j'occupais dans le camp du professeur Mendozé. Je me suis mise à rigoler. J'ai dit, on va m'arrêter comment? Elle est commissaire divisionnaire. Elle m'a appelé, elle me dit, Marlène, si tu as un moyen, c'est déjà décidé, on va t'arrêter. Il n'y avait pas de plainte. J'avais aucun plaignant. Mais cette sœur-là, elle m'a prévenu que je devais être arrêté. Je ne croyais pas. Donc, pour répondre à Liberté, oui, effectivement, même moi où qui je suis assise là, à moi, on m'avait dit que Bruno Bidjan sera arrêté. Nous étions au mois de
Et la personne m'avait demandé que est-ce que j'ai un moyen de faire envoyer le message à Bruno Bidjan. J'ai dit moi quoi avec lui. Nous étions peut-être au mois de septembre. Bruno Bidjan a bien reçu l'information qu'il sera arrêté, mais il ne croyait pas. Parce qu'il avait confiance en ses parents. Il avait confiance que, bon, en principe, si mon patron me dit, va donner 2 millions à quelqu'un, c'est mon travail. Je suis directeur, donc d'habitude, je paye les gens. Moi, je ne suis pas censé savoir pourquoi je dois donner l'argent à un tel. Je ne vais pas demander à mon patron, pourquoi tu me demandes d'envoyer 10 000 de Western Union ou de, vous appelez ça comment, Orange Money à quelqu'un. C'est l'attitude de quelqu'un qui est innocente. Quand vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi vous allez fuir? Donc si Bruno Bidjan savait qu'effectivement, Martinez a été assassiné en janvier, s'il savait dans son fort intérieur qu'il était concerné de près ou de loin, ou il était au courant, il devait partir. Mais en même temps, il y a un message vocal qui a été publié sur les réseaux sociaux, dans lequel on entend Bruno Bidjan dire à un autre journaliste que nous allons agir sur Martinez. Et quand nous allons agir, ne venez pas vous plaindre. Malheureusement, le petit est arrivé auprès des personnes qui lui ont donné une impression de pouvoir absolu. Je n'arrive même pas à reconnaître. Parce que Bruno Bidjan, je vous ai dit, il venait chez moi, il venait à mes bureaux, c'était mes petits. Donc moi, je ne comprends pas comment subitement il est devenu un homme puissant dans sa tête au point d'envoyer des menaces à tout va, à tout le monde. C'est comme ça que ça se passe. Lorsque vous n'avez pas les pieds sur terre et que vous décidez de marcher avec des gens qui vous donnent l'impression qu'ils ont un pouvoir absolu. Pour revenir à ces femmes dont je parlais sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Vous voyez une femme qui est dame de compagnie de la première dame du Cameroun, qui recrute des femmes sur les réseaux sociaux et leur dit « Insultez-elle, allez dire des choses sur des gens, si on porte plainte contre vous, on ne peut rien vous faire. Personne ne peut rien vous faire. » Elle promet même de... allez lui dire que nous allons l'enlever. C'est de la bouche de Guylaine Chapuis que j'ai appris la première fois. J'avais jamais parlé de Chantal Biya ni de personne. Qu'on va m'enlever et on va me torturer. Pendant 3 jours. Ceux qui se souviennent de ce direct, je lui ai simplement dit, de la même manière que vous avez le renseignement, c'est de la même manière que j'ai le renseignement. Donc lorsque je décide de quitter le Cameroun en catastrophe avec ma fille, c'est bien parce que cette fois-ci, j'ai dit, je ne néglige plus aucune information. Lorsque des personnes dignes de confiance me demandent de quitter le territoire, je dois le faire. Donc, chers Camerounais, ne prenez pas cela à la légère. Notre pays a pris une dérive dictatoriale qui ne prendra fin qu'après le départ de Paul Biya. Il est temps pour vous. Il est temps pour vous d'aller vous inscrire sur les listes électorales pour faire partie Paul Biya et toute sa clique. C'est un régime qui tue. Oui, nous avons supporté aveuglement Paul Biya parce que ce type de choses ne circulait pas. On entendait des choses. On entendait des choses, on entendait... je vous dis que l'oncle de ma mère a été invité, je vous ai dit ça tantôt, a été invité au palais de l'Unité parce qu'il voulait amener l'UNDP à Djoum. On doit Jean, Gustave. Tous ceux qui sont de Djoum connaissent cette affaire. Il n'est jamais sorti vivant. Il avait pris un taxi parce qu'il aimait se déplacer en taxi. Pourtant, c'était un multimillionnaire. Hein. Mais lorsqu'il venait à Yaoundé, il préférait dire, je ne veux pas que ma voiture soit réparée. Je veux être en taxi. Il reçoit donc l'invitation de la présidence de la République. Il prend un taxi. Ils arrivent dans l'esplanade du palais. Et je vous dis que pour arriver à l'esplanade du palais,
Ça signifie qu'à partir des premières guérites, on est informé que vous êtes attendu. C'est comme ça qu'il arrive. Le taxi se gare à l'esplanade du palais de l'Unité. Il rentre dans le palais de l'Unité. C'est vers 20 h que le taxi revient à la maison et nous explique qu'il a porté un papa ici, mais il ne retrouve, le papa est entré à la présidence depuis le matin. Lui, il veut déjà son argent. On a payé 10 000 francs au taxi, il est parti. C'est le lendemain qu'on vient téléphoner, appeler ma mère. Je ne sais pas qui a dit aux gens. Il n'y avait même pas encore les téléphones portables en 97. Il y avait les téléphones, mais ma mère n'avait pas. Je ne sais pas s'il y avait les téléphones. Nous, on n'avait pas le téléphone portable. D'une personne anonyme comme ça arrive chez nous et demande à ma mère de venir. Qui a encore à identifier, qui a été jeté au niveau du Mont Fébé. C'est comme ça que ma mère se déplace. Elle découvre qu'effectivement, c'est son oncle, le grand frère de sa mère. Et qui était aussi le grand frère du délégué général à la Sûreté nationale, Pierre Milomedjo. On l'a trouvé assassiné. Et avant qu'on l'assassine, des informations circulaient comme quoi, oui, il va être assassiné parce qu'il veut amener l'opposition dans le sud. Donc ne négligez pas, voilà la leçon, ne négligez pas, lorsqu'on vous donne une information, Martinez avant de mourir, avait reçu l'information selon laquelle il a été décidé qu'il sera assassiné. Tous ceux qui ont conversé avec Martinez vous diront, Paul Chouta a témoigné. Paul Chouta vous a dit que Martinez lui a dit que nous sommes dans une liste de journalistes qui doivent être assassinés. Mais je vais prendre le soin d'aller informer le commissaire pour que je puisse recevoir la protection. Un commissaire, qu'est-ce qu'un commissaire peut faire lorsque vous êtes une cible de la DGRE? Lorsque l'État vous désigne comme son ennemi. Vous avez vu Jeune Afrique publier ma photo comme étant une personnalité désignée ennemie d'État. Pour simplement parce que j'ai dit que Chantal Biya n'a pas le droit de publier des photos du président en état de faiblesse. Un journal aussi sérieux, le journal Continental, parce que lorsqu'on vous affiche à Jeune Afrique, c'est le haut niveau de l'information en matière de presse. Donc je prends le peuple camerounais à témoin. Je suis venu me plaindre du fait que j'avais déposé une plainte régulière contre une femme qui est payée par la dame de compagnie de Chantal Biya, en la personne de Guylaine Chapuis, pour insulter, pour intimider, pour harceler mes propres enfants sur Internet, pour me traiter, moi qui ai passé plus de 25 ans sur les bancs, de prostituée. J'ai répondu que c'est elle la prostituée. Parce qu'elle ne peut pas présenter un parcours scolaire, professionnel, que les Camerounais peuvent identifier. Ce régime est dans la rue. La République est dans la rue, chers amis. Donc je vous dis, même à la famille, je dis, même à ma propre famille, je ne fais confiance en personne. Pour vous dire que j'ai passé toute ma vie, comme Martinez, à soutenir le régime de Biya, à prendre mon argent pour inciter les jeunes à voter pour le régime.
Parce que lorsque je finance des projets jeunes, en remerciant, en valorisant le régime de Biya, en invitant les autorités administratives, tous les événements que j'ai faits, vous avez vu, les secrétaires généraux de région venir coordonner mes activités. C'était pour soutenir le régime de Paul Biya dans ce qu'il fait en faveur de la jeunesse. Mais lorsque je suis harcelé, mes enfants harcelés, moi-même insulté, agressé, humilié sur les réseaux sociaux et que je décide de déposer une plainte, Madame Biya s'arrange pour que jamais mon honneur ne soit restauré. Donc, ce procès, comme je vous l'ai dit tantôt, va nous ouvrir les yeux sur ce qu'a été notre pays en 41 ans. Mais malheureusement, nous saurons tout cela. Paul Biya sera déjà parti. Parce que je vous dis, un procès au tribunal militaire, c'est au minimum 5 ans. Parce que les juges vont renvoyer l'affaire au moins pendant 5 ans. La décision va aboutir au bout de 5 ans. Malheureusement, le régime sera déjà parti. Parce que grâce à vos votes, grâce à vos voix, j'ai déjà pris toutes les dispositions, mes chers amis, au niveau du ministère des Relations extérieures. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que je suis une personne extrêmement médiatisée. Donc, lorsque je suis arrivé, simple clic sur Google, les autorités sont parfaitement informées en ce qui me concerne. Mais ça ne me met pas à l'abri de quoi que ce soit. Ce n'est pas le fait d'aller désigner, non. Vous pouvez sortir comme ça, même chez votre boulanger, ils ont déjà donné l'argent, le pain que vous achetez, c'est un pain empoisonné. Donc tout ce qu'on peut vous dire, c'est que Paul Biya doit partir. Faites votre travail. Si vous voulez protéger la liberté, si vous voulez protéger les droits de l'homme, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se fait au Cameroun, vous devez voter contre ce régime. Il n'y a plus de marche arrière à faire. Trop, c'est trop. Monseigneur Bala est parti en vous écrivant de sa propre main, je suis dans l'eau. Personne n'a jamais compris comment un archevêque peut décider d'aller se suicider. Alors qu'on désignait déjà qu'il avait des problèmes avec un directeur du cabinet civil. Tous ces assassinats ne peuvent pas rester impunis. Et nous devons demander au Parlement de procéder à une audition du patron de ces services-là. À quoi sert la DGRE, qui ne fait ni de l'espionnage industriel, pour dire peut-être que nous sommes en compétition avec la Chine dans la fabrication de tel téléphone ou de tel outil, ou il peut te comprendre comment on fait pour construire des ponts, je ne sais pas. Comment on peut instituer un service uniquement pour torturer les gens? À quoi sert la DGRE en fait? À quoi sert? Je vous ai dit, dans une analyse simpliste des informations que j'ai, la DGRE est là pour poursuivre et neutraliser les opposants du régime en place. Pour servir le régime, pour servir de police politique, pour neutraliser toute personnalité qui peut représenter un obstacle pour un homme ou une femme politique. Vous avez vu le ministre des Mines qui a été empoisonné comme un jeu d'enfant. Personne n'a cherché à savoir.
Qui peut se procurer, pardon, un poison aussi efficace au point de déjouer la vigilance de la garde d'un ministre et empoisonner le ministre? En 24 heures, le ministre est parti. Tout un ministre, et ça n'a pas chauffé. On n'a pas vu une commission d'enquête mise sur pied pour faire de la lumière. On l'a enterré et c'est passé. Mais dans le cas de Martinez, nous savons que, étant donné qu'il s'agit d'un journaliste, il y a eu des pressions de l'extérieur, il y a eu des pressions de la France. On a vu Journalistes sans frontières s'investir dans le cadre de cette affaire pour vous dire que il n'y a que de la lumière là où les forces extérieures décident de mettre la pression. Parce que malheureusement ou heureusement, les journalistes font partie d'une corporation qui est protégée au niveau international. Mais si Martinez n'était pas un journaliste, ça allait passer comme une lettre à la poste, comme le Brian Fambon est passé comme une lettre à la poste. C'est passé. Comme d'autres, comme Angèle Benvin, comme les sœurs de Djoum, comme l'archevêque Mbala. C'est passé comme une lettre à la poste. Parce que malheureusement, cela n'appartenait pas à une corporation qui reçoit un soutien international. Partout dans le monde, on se bat pour la liberté de la presse. Parce que lorsque l'information, un peuple qu'on prive d'information, c'est un peuple qui ne peut pas se développer. C'est la raison pour laquelle ces gens neutralisent tout ce qui ne contrôle pas. Sur les réseaux sociaux, ils ont déjà infiltré toutes les blogueuses. Ces femmes, ces hommes que vous partez suivre à 50 000, 60 000 vues en direct là, sont infiltrés par le régime. La preuve, toutes ces vidéos privées de Lolo Fodja, de Veuve Joyeuse et d'autres vidéos qui existent que vous avez écoutées à l'attention de Chantal Biya, ils disent que Chantal Biya leur a demandé de leur envoyer chacune son projet pour recevoir de l'argent. Des Aline Zomo, toutes les femmes qui ont 100 000 abonnés là, ces femmes sont infiltrées pour vous distraire, pour vous vendre l'illettrisme, pour vous vendre la prostitution. Quand Fleur de Lille se met en direct, elle reçoit les clients, elle vous dit que il faut faire la pipe comme ça, c'est 10 €. C'est pour vous vulgariser la prostitution. Lorsque Aline Zomobem décide de vous envoyer les vidéos d'elle en train de faire l'amour avec un blanc, en train de se prostituer avec un blanc, et qu'à la suite vous apprenez que ces personnes reçoivent des subventions, des aides, des ordres de mission de l'État du Cameroun, cela doit vous révolter. Parce que voilà le type d'information que ce régime a décidé de vous livrer. À côté, ceux qui essaient de vous ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans votre propre pays, où vous êtes réduits à être de simples spectateurs, on colle des cibles sur ces personnes-là. Je viens parler aujourd'hui parce que j'ai lu un article de Boris Berthold qui est suffisamment introduit dans le régime, qui dit que moi aussi, je suis devenu une cible de la DGRE. Donc nous allons demander au Parlement camerounais d'auditionner l'actuel patron de la DGRE et de nous dire, qu'ils disent au peuple camerounais à quoi sert ce service qui ne doit pas exister dans une démocratie. Comme je vous disais, les principaux opposants risquent des empoisonnements. Rien ne vous garantit, je vous l'ai toujours dit,
que Maurice Kamto atteindra 2025? Qui a cherché à savoir ce qui a tué Peck? Paul-Éric Kingé. Quand Paul-Éric Kingé sort de prison, il vient me voir à mes bureaux à l'Omnisport. Il me dit, Marlène, j'ai décidé de créer mon parti, mais entre-temps, j'ai des milliards qui doivent être payés par le régime. Ils m'ont promis qu'ils vont me payer. Je lui dis, Paul-Éric, je parle. Il est au ciel. Si ce que je dis n'est pas vrai, c'est entre moi et mon Dieu. Je lui dis, si tu as déjà été contre le régime une fois, ne retourne pas avec eux. Il dit, non, je ne vais pas retourner avec eux, mais je vais créer Ils m'ont promis de l'argent pour ouvrir ma chaîne de télé, et puis mes marchés que j'avais beaucoup d'argent que l'État doit me payer. Ils m'ont promis qu'ils vont me payer. Je jure sur la tête de tout ce que j'ai de plus cher. L'État devait beaucoup d'argent à Paul-Éric Kingé. Mais on ne sait pas comment ça s'est passé pour qu'aujourd'hui, il ne soit plus de ce monde. On ne dîne pas avec le diable. Nous pensons qu'il y a eu beaucoup de morts. Et tous ceux qui ont accompagné Maurice Kamto, on voit comment ils ont été neutralisés d'une façon ou d'une autre. Les Penda et Coca. Et ceux qui ne pouvaient pas être neutralisés physiquement ont été neutralisés sur le plan de la justice. Donc moi je pense à mon niveau que je ne peux pas dire que je suis hors, je suis protégé. C'était pour répondre à liberté, liberté. L'exil ne vous garantit rien. Parce que ces gens ont tous les moyens. Lorsqu'ils vous désignent comme étant une cible. Lorsque vous faites déjà partie d'un dossier. Ces gens ont tous les moyens. Même de vous provoquer une mort qui va paraître une mort naturelle. Parce que les meilleurs poisons du monde sont développés pour les services secrets des États. Quelqu'un peut venir chez vous, il pulvérise seulement un parfum. Dès que vous entrez, vous avez l'arrêt cardiaque. Ce n'est pas seulement dans la nourriture. On peut vous inviter dans une chaîne de télé. On tapote une poudre comme ça sur le micro qu'on va vous donner. C'est un poison. Dès que vous rentrez chez vous, vous avez l'arrêt cardiaque. Et on va dire que vous êtes mort d'AVC. Or, cet AVC a été provoqué par un poison violent. Donc, ne croyez pas que le poison, c'est uniquement que non, je ne vais plus boire quelque part, je ne vais plus manger quelque part. Non. Vous pouvez vous rendre même à l'ambassade du Cameroun pour solliciter un passeport ou un document. Sur le document, on met un poison mortel. Lorsque vous allez toucher votre passeport pour bien vérifier que est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est ma photo, vous inhalez le poison et vous êtes parti. Donc il n'y a aucune protection. Les mains courantes ne servent à rien. La seule chose à faire, c'est de demander, après ce scandale mondial qui montre à quel point les services d'intelligence camerounaises, au lieu de protéger les intérêts du Cameroun à l'extérieur, sont uniquement à la solde des individus pour tuer des citoyens. Ce service doit disparaître. La DGRE n'a plus lieu d'être après ce scandale. Le CNR a existé, le CNR a disparu. On sait à quoi a servi le CNR. Maintenant, nous demandons que cette DGRE disparaisse. Lorsque les gens veulent rester dans le secret, ils n'agissent pas comme ils ont agi là. Tous les pays du monde ont des services secrets.
Mais on sait comment ils travaillent. Vous n'avez jamais entendu en France qu'un journaliste a été assassiné. Vous n'avez jamais entendu en France qu'un journaliste a été enlevé, torturé et laissé pour mort. Vous n'avez jamais entendu en France, même lorsqu'il y avait le scandale des prêtres pédophiles, qu'on a trouvé un prêtre assassiné. Des prêtres qu'on assassine, ça existe en France. Mais on trouve toujours, c'est des petits islamistes, les petits djihadistes là, qui prennent les couteaux, qui les tuent et tout ça. Et ils sont retrouvés à la minute. Lorsque les citoyens ne peuvent plus vivre en sécurité dans leur propre pays, lorsqu'un régime politique ne garantit plus la sécurité de ses citoyens, ce régime doit être renversé. On ne peut pas utiliser l'argent des Camerounais. On ne peut pas utiliser l'argent des Camerounais pour tuer des Camerounais. Il est inadmissible. Et donc nous demandons la dissolution de ce service qui ne sert à rien, qu'on appelle la DGRE. Dans un pays sérieux, on ne met pas un patron des services secrets en prison. Mais si c'est arrivé au point où le patron des services secrets camerounais est en prison et risque la peine de mort, ça nous conforte dans l'idée que ce n'est plus Paul Biya qui gère le Cameroun. Ce n'est plus Paul Biya qui gère le Cameroun. Il y a des gens qui ont déjà décidé là-bas et tout dit, de mettre le Cameroun sous mandat. Le Cameroun est sous mandat. Et nous savons que les vrais patrons du Cameroun ont demandé de neutraliser le patron des services secrets camerounais. Il y a beaucoup de choses. Et cette affaire Martinez est venue éclabousser tout un régime. Comment est-ce que c'est possible en fait? On ne va pas nous dire que Émile Ekouéko a reçu 2 millions pour assassiner un individu. Non. Danwe est ferme. Il dit qu'il n'a pas reçu des instructions de Amougou Belinga. Danwe est resté constant. C'est ce que le juge Nzié nous dit. Que dans l'audition, vraiment, moi je me demande même, bon, c'est vrai que les ordonnances de renvoi, on remet ça aux avocats de toutes les parties et donc les parties peuvent décider de vulgariser les ordonnances. Mais il n'y a même pas le secret. Il n'y a plus de secret de l'instruction, il n'y a plus rien de secret là-dedans. Nous savons aujourd'hui que Danwe est resté cohérent. Il dit, j'ai reçu des instructions de ma hiérarchie qu'il était temps de neutraliser la cible Martinez-Zogo que nous avons identifiée depuis 2015, que nous suivons depuis 2015. Et on a même désigné les noms des personnes qui étaient chargées de la filature depuis 2015. Une façon de dire à ceux qui pensent que c'est à cause du dossier de la ligne 94-95 que Martinez a été tué. Non. C'est depuis 2015 qu'on a décidé de tuer Martinez-Zogo. Et pourquoi? Nous ne savons pas. Depuis 2015. Et de nombreux journalistes sont dans ce dossier presse. De nombreuses personnalités. Et je pense que moi, dans mon cas, malheureusement, ils ont été obligés, ça s'est vulgarisé, simplement parce que toute ma famille travaille dans le renseignement. Tous les gars de Djoum sont des policiers. Et donc forcément, quand ils entendent quelque chose qui me concerne,
Ils vont rendre ça public pour que je sois au courant. Je vous dis que j'avais reçu l'information formelle au moment où je décide de partir, de quitter le Cameroun. Je n'avais pas encore parlé de Chantal Biya. Je n'avais pas encore un dossier sur mon dos. On m'a dit, fais attention, quand la femme Bamoun la parle qu'on va t'enlever et tout, tu connais les affaires, on peut enlever ton enfant, demande une rançon ou quelque chose que ce soit. Fais attention, dégage du Cameroun. C'est comme ça que je quitte le Cameroun, manu militari. Je n'avais pas parlé de Chantal Biya. Et lorsque on pousse les gens à délier les langues, vous entendez des gens vous dire dans des directs, Océane, descends, s'il te plaît, descends, tu vas ouvrir. On a sonné. Vous entendez des gens vous dire que mon nom a été cité dans une affaire de coup d'État contre le Cameroun, en coaction avec des pays étrangers. Dieu, je vous prends à témoin. Nous sommes en pleine période de carême. Je n'ai jamais... j'avais déjà entendu ça lorsque je suis arrêté. Qu'on avait dit au directeur du cabinet civil de l'époque que c'est moi qui devais ramener l'argent à Iya Mohamed et à Marafa Amidou Yaya pour faire le coup d'État. J'avais déjà entendu des choses comme ça. Vous avez aussi entendu Stella Mougoudi que je sortais avec Iya Mohamed. J'avais déjà entendu cela dans le cadre de mon dossier. Je vous dis, mes chers amis, devant Dieu et devant les hommes, je n'ai jamais parlé 2 fois avec Iya Mohamed de ma vie. Mais j'avais déjà entendu que des gens ont mis dans le renseignement que moi j'étais la maîtresse de Iya Mohamed. Et c'est pour cela que Iya Mohamed voulait faire de moi sa vice-présidente de la FECAFOOT. Or, lorsque je suis candidate et je rencontre Iya Mohamed à l'hôtel Hilton où il me promet la vice-présidence, c'était la veille de l'élection, au mois de mai. Je suis avec le colonel Angwango qui a été aussi l'aide de camp de Madame Biya. Je lui demande de m'accompagner. Nous faisons notre négociation. Je lui dis, ok, je vais me retirer à Yaoundé. Mais j'accepte le poste de vice-président. Et il me dit, il y avait Alim Konaté. Nous étions 4 au Hilton. Iya Mohamed, Alim Konaté, moi et le colonel Angwango. Lors de la réunion pour l'entente. Parce que Iya Mohamed ne voulait pas que je sois candidate en face de lui. Donc nous avons eu cet accord-là. Il m'a fait signer des papiers. Et le colonel Angwango a signé les papiers. Parce que c'était lui mon adjoint. C'est lui que j'avais mis comme mon adjoint à la Ligue régionale. Mais lorsque je suis arrêté, les gens commencent à m'informer. En réalité, je n'ai jamais parlé de ça ici avec vous. Mais j'ai entendu ça de la bouche des femmes qui sont envoyées par la dame de compagnie de Chantal Biya. C'est pour cela que je viens vous confirmer qu'effectivement, même moi j'avais entendu cela, qu'en 2013, on avait rapporté au service de renseignement que c'est moi qui devais aller chercher l'argent chez les Guinéens pour venir donner à Iya Mohamed pour financer le coup d'État de Marafa Amidou Yaya. Dieu m'est témoin. Je n'ai jamais été associé à quoi que ce soit, de près ou de loin, en ce qui concerne le renversement d'un régime politique. Et lorsque les enquêtes ont été faites, au bout de 8 mois, je suis sorti. Je n'ai jamais escroqué personne, devant Dieu et devant les hommes. Ils m'ont mis une interdiction de sortie du territoire. Pendant plus de 3 ans, je ne pouvais pas quitter le Cameroun. Parce que lorsque les gens viennent souvent parler de mes affaires, je vous ai publié ici l'interdiction de sortie, la levée de l'interdiction de sortie. De 2012, avant même que je ne sois arrêté, il y avait déjà l'interdiction de sortie sur ma tête. De 2012 à 2015, il y avait une interdiction de sortie.
sur ma tête. Simplement parce que j'ai dit que je veux prendre la FECAFOOT. Je suis présidente d'une ligue régionale. Je me dis, bon, c'est l'occasion de faire entendre la voix des femmes à une élection. Rien ne me prédisposait à gagner. C'est vrai que je me suis souvent déplacée avec de fortes sommes d'argent, mais c'était dans le cadre de ma campagne. Personne ne peut prendre la FECAFOOT avec moins de 200 millions. C'est impossible. Puisque la campagne dans toutes les régions va vous prendre au moins 20 millions de francs. Chaque région a au moins 5 départements. Vous divisez 20 millions par 5, ça veut dire que c'est au minimum 5 millions dans chaque département. Qu'est-ce que ça vaut en termes d'achat de ballons, en termes de paiement de licence? Parce que chaque club va vous dire, payez-moi mes licences cette année. Les licences pour chaque club, c'est au moins 200 000. Les petits clubs amateurs là. Donc personne ne peut faire campagne à la présidence de la FECAFOOT avec moins de 200 millions de francs CFA. Pour 20 millions par région. Et donc oui, si je voyais, je me déplace avec de l'argent et que je sors de l'argent, c'est dans le cadre de ma campagne à moi. Je me suis toujours déplacé avec un colonel de l'armée. Il était en service à la gendarmerie. Il marchait avec moi. J'avais une sécurité personnelle que je ramenais de la Guinée, mais j'ai toujours tenu. Landry qui est là, qui est gendarme, le gros gendarme là, c'est qui m'arrête dans le truc. C'était mon garde du corps. Il travaillait au CED. Ils savent que je n'ai jamais été associé à quoi que ce soit puisque je ne me déplaçais jamais sans Landry, mon garde du corps. Mais, s'il m'arrive quelque chose, chers amis, sachez que c'est depuis 2012 que je suis devenu une cible. Et non parce que j'ai parlé aujourd'hui, en 2023, de qui que ce soit. C'est parce que j'ai subi énormément. J'ai décidé de ne plus me taire. Lorsque je découvre que c'est des hommes en tenue qui sont entrés chez moi sans mandat, alors que je n'avais jamais été condamné, alors que ce jour-là, la justice venait de dire que je ne suis pas la locataire de Madame Afan, Francine, et que j'ai le plein droit d'être dans cette maison-là, des hommes en tenue sont entrés chez moi, ont tout cassé et m'ont humilié sur les réseaux sociaux. Et la première personne qui a la vidéo de mon humiliation, c'est la femme de compagnie, la dame de compagnie de Chantal Biya. Donc on utilise les milliards des Camerounais pour financer une entreprise d'assassins. Au lieu de donner de l'eau, de l'électricité aux Camerounais, on leur donne la mort. Chers amis, nous on laisse les messages qui serviront à la postérité. Donc, ce que Dieu a réussi à mettre hors du Cameroun, ne vous croyez pas en sécurité. Parce que ça va aller très vite. Paul-Éric Kingé croyait qu'il était en sécurité parce qu'il a dealé avec les Grégoire Ouna. Il croyait qu'il était en sécurité. Non. C'est là qu'il est devenu même en danger. Parce que ces gens, si vous avez déjà été contre eux, ne repartez plus. Il m'a dit que Grégoire Ouna lui a demandé, Grégoire Ouna lui a demandé de revenir dans le RDPC. Je lui ai dit, reviens, je ne sais pas. Après avoir tiré sur le régime que tu as, j'ai dit, va même voyage, va au Canada. Il est venu dans mon bureau. Je lui ai dit, tu as déjà été dans l'opposition. Ne pense pas que tu vas retourner dans le régime. Voyage. Voyage, déplace-toi. Donc vous qui êtes à l'étranger, là, nous qui sommes à l'étranger, ne croyons pas que nous avons échappé. Ces gens utilisent tous les moyens. Vous voyez une femme avec qui je n'ai jamais eu de problème, qui m'appelait, on se parlait.
Comme c'est Stella Amougou. Pour rien comme ça, elle s'assoit. Elle invente des histoires sur moi, au point de dire que moi, j'étais la maîtresse de l'ancien directeur de la sécurité présidentielle, ancien délégué général de la Sûreté nationale, Pierre Milo Modjo. Elle le dit, elle n'a pas peur. Parce qu'on lui dit, va dire, nous sommes au Cameroun, nous te protégeons. Elle va jusqu'à dire que moi, j'aurais des enfants avec un policier, un officier de police. Moi, je marchais toujours avec des gendarmes et des policiers qui servaient ma sécurité. Elle cite un nom. Elle n'a pas peur de venir citer le nom d'un policier. Dans un direct, je ne sais pas si le monsieur est policier, je ne connais pas. Mais parce que je sais au fond de moi que on ne lui a pas donné les bonnes informations. Je la laisse seulement. Parce qu'on dit souvent à certaines personnes, laisse la vie s'en charger. C'est tout. Pierre Milo Modjo a été patron des services de renseignement, a été patron de la sécurité de Paul Biya. Mais une femme, parce qu'elle traîne dans les petits milieux de Nathalie Moudiki, elle s'assoit. Elle vous fait comprendre que ma mère, moi et ma petite soeur, nous couchions avec l'ancien directeur de la sécurité de Paul Biya pendant 14 ans. Et vous croyez que les choses-ci, ça va se passer tranquillement? Vous êtes à la présidence, vous envoyez les gens insulter. Quelqu'un qui a servi, qui a été le directeur de la sécurité de Paul Biya pendant 14 ans, qui a été délégué général à la Sûreté nationale pendant plus de 10 ans. Et vous croyez que 2025 s'annonce? Pardon. Quand je suis énervé, je tousse. Faites très attention, chers Camerounais, avec ce qui va se passer au Cameroun en 2025 et après. Lorsque vous voyez des gens capables de salir les mémoires de nos parents, Pierre Milo a servi Paul Biya avec fidélité. Pierre Milo a servi le Cameroun avec fidélité. Et des petites prostituées s'asseyent sur Internet pour humilier sa mémoire. Nous allons remercier ce régime. Parce que nous savons qu'une personne qui ne compte sur rien à Yaoundé ne peut pas s'asseoir et insulter la mémoire de Pierre Milo Modjo. Une personne qui ne compte sur rien à Yaoundé ne peut pas venir accuser Pierre Milo Modjo d'homme incestueux. Et vous, les milliers de policiers là, vous, les gens de Djoum là, à qui Milo Modjo a donné l'opportunité de devenir des policiers, vous laissez passer un tel affront. Donc, chers amis, je vais donner le nom parce qu'ils savent, je marchais avec ces personnes-là. Je marchais avec le colonel Ango. J'étais avec le colonel Jean-Claude Ango. Nous sommes partis au Hilton voir. Est-ce que pourquoi les gens vont avoir des problèmes? Ils vont avoir des problèmes par rapport à quoi? Pourquoi vous avez peur? Je vous ai déjà dit, dans la vie, dites-vous toujours que la donnée, il y a une seule donnée de la vie que vous ne maîtrisez pas, c'est la mort. Vous n'avez pas décidé de naître et vous n'allez pas décider de mourir. Il ne faut pas avoir peur de ces choses-là. Martinez, quand il soutenait le régime, il ne savait pas qu'on va utiliser les instruments du régime pour finir avec lui. Il n'y a pas un jour que Martinez ne faisait pas les éloges de Paul Biya sur sa chaîne. Donc, arrêtez un peu ça. Arrêtez avec cette peur-là. Arrêtez d'avoir peur. Je vous dis que moi, je n'avais encore rien fait. À qui que ce soit. Le seul truc, c'est que j'avais décidé d'être
présidente de la FECAFOOT. Je ne sais pas ce que représente la FECAFOOT. Et j'avais dit à Samuel Eto'o, lors de mon interview avec Martial Bissok, qu'il risque d'aller en prison. Nous étions en 2023. Et tout s'y est organisé ici. Et tout s'amuse. La dernière fois, j'ai fait un direct. J'ai dit à Eto'o, si tu sais, reste en Côte d'Ivoire. Démissionne et tu restes là-bas en Côte d'Ivoire. Démissionne et tu restes en Côte d'Ivoire. Bah, je l'ai dit, vous avez suivi, vous avez partagé le direct. Si dans quelques jours, si vous apprenez qu'il est en prison, parce qu'on va tout droit vers ça. On ne vous envoie pas au TCS lorsqu'il n'y a pas déjà des indices concordants de ce que vous avez détourné. Est-ce que vous connaissez même comment la justice fonctionne? On dit que non, le TCS ouvre seulement les enquêtes. Non, le TCS, c'est quand le dossier est déjà préparé par le corps des grands officiers du TCS. Vous connaissez même pas la brigade financière. Lorsqu'on vous dit, ne venez pas, restez là où vous êtes, les gens sont toujours têtus. Ah, j'ai le numéro de la première dame. Oh, j'ai le numéro du DCC. Oh, j'ai le numéro de... Ces gens ne peuvent plus vous aider lorsque la justice vous attrape. Parce que malheureusement, depuis que Paul Biya est fragilisé, chaque ministre est devenu président de la République. Le Cameroun a plusieurs présidents de la République maintenant. Chacun a un territoire. Lorsqu'on vous prend au niveau de la justice, personne ne peut vous enlever de là. Donc, vous qui encouragez Samuel dans la bêtise là, Samuel n'avait plus besoin de la FECAFOOT. Peut-être pour des raisons financières qui peuvent être évidentes, oui. Mais c'est pas l'argent de tout le monde qu'on mange. Ce n'est pas tout argent qu'on prend. Il n'y a rien qui détruit des vies comme l'argent de l'État. Même si moi j'ai été en prison avec un monsieur qui était un militaire, un civil, qui était rentré avec le militaire d'un gendarme, le matelas d'un militaire. Les matelas qu'on donne souvent en donation là pour en dotation pour les gardes là. On a dit détournement des deniers publics. Pour un matelas, il a pris 25 ans de prison. Ne vous amusez pas avec l'argent de l'État. Même si c'est 1 franc, lorsqu'on décide déjà de venir fouiller. Forcément, quand tu gères beaucoup d'argent, tu peux oublier 1000 francs, tu peux oublier 500, tu peux oublier... Je vous dis que devant la loi, 1000 francs de l'État, 1000 francs qui manquent, c'est 25 ans de prison au moins. Et lorsqu'on vous montre les budgets, comment tu peux gérer 3 milliards sur 4 mois sans que quelqu'un ne détourne 10 000? On va toujours trouver le détournement. On va trouver qu'il y a détournement. On va trouver des fautes de gestion. Qu'est-ce qu'Eto'o venait faire dans cette affaire de FECAFOOT? Et ceux qui disent qu'ils l'aiment, encouragent. Ils s'obstinent. Parce que lorsque les gens là veulent déjà vous mettre en prison, vous ne savez même pas ce qui vous attire. C'est comme si on part d'abord vous prendre mystiquement. Moi qui vous parle là, les gens me disaient que Marlène, laisse cette affaire de FECAFOOT, ça va t'amener des problèmes. J'étais engagé. Sandra. Ben oui. Même mon grand-père, Pierre Milo, m'avait dit que actuellement là, on a décidé de te neutraliser. Il n'était plus d'égal. Rentre en Europe. Je ne sais pas ce que tu fais ici. Tu parles beaucoup, tu dévoiles les choses de la FECAFOOT et tout ça. Il faut quitter le Cameroun. Je n'avais pas compris. J'ai eu beaucoup de chance. Parce que les 8 mois que j'ai passé en détention, c'était que l'avertissement. Devant Dieu, s'il y a un Camerounais qui sait que j'ai déjà pris son argent un jour pour dire que je l'amène au Qatar. Le Qatar me donnait plus d'1 milliard par an dans le projet de détection. Je n'ai jamais rencontré mon ami Ben est ici.
Je n'ai jamais rencontré un parent. Tous ceux qui ont travaillé avec moi dans le cadre du projet Aspire, j'ai travaillé avec tous les entraîneurs de football du Cameroun. Personne ne peut vous dire que je suis témoin que Marlène Mvoutou a rencontré qui que ce soit pour quoi que ce soit. Mais j'ai été arrêté et j'étais en prison. Comme quoi, il y a des gens qui ont dit en Guinée équatoriale qu'ils travaillaient pour moi. Et ils ont pris l'argent des gens pour envoyer à quelqu'un à Douala qui devait envoyer à quelqu'un à Yaoundé. Et je suis parti en prison. Stella Amougou, je t'appelle encore, je n'ai jamais été en prison au même moment que le professeur Mendozé. Parce que lorsque vous venez mentir aux Camerounais, alors que vous ne connaissez pas les gens, dans le simple but de faire la gourmandise dans les bureaux de ces grandes femmes de Yaoundé, dites souvent la vérité. Moi, j'ai été arrêté en juillet 2013 et libéré en avril 2014. J'ai fait 8 mois de détention. Et le professeur Mendozé est arrêté en novembre 2014. Je n'ai jamais été en prison avec le professeur. Je n'ai jamais été en prison au même moment que la fille que tu cites là, une fille qu'on avait volé l'enfant et tout ça. Non. Je n'ai jamais été en prison à ce moment-là. Vous ne connaissez pas les vies des gens. Vous ne connaissez pas la souffrance des gens. Vous décidez de faire le sale boulot parce que ça ne vous est pas encore arrivé de voir un régime sacrifier toute une famille. Ça ne vous est pas arrivé. Vous venez vous asseoir. Vous ouvrez vos sales gueules juste pour vous faire voir sur les réseaux sociaux et attendre les petits billets d'avion. Vous humiliez les mémoires des gens. Est-ce que tu sais qui est Pierre Milomedjo au Cameroun? Que tu as humilié dans ton direct, c'est là, Mougou. Et tu veux que je dise que c'est Nathalie Ngamba qui t'envoie venir insulter celui qui a servi comme directeur de la sécurité de Paul Biya, sécurité présidentielle, pendant 14 ans, 10 ans, délégué général à la Sûreté nationale, plus de 30 ans, commissaire divisionnaire au Cameroun. Tu veux que je pense que c'est elle? On dit trop de discours. Le temps de l'action est arrivé. Allez et vous inscrire sur les listes électorales. Chers amis, moi je reviendrai peut-être plus jamais au Cameroun. Donc, je n'aspire à rien là-bas. Mais je viens vous faire un témoignage parce que j'avais à peine 30 ans lorsque j'ai décidé de me montrer. Parce que j'étais présidente d'une région. Les gens ne savaient même pas que j'étais présidente de région. C'est maintenant que je vous sors les archives que vous vous rendiez compte que j'étais présidente régionale de la FECAFOOT. J'étais directrice représentante du Qatar. Je n'avais pas besoin de 1 million, 2 millions, 10 millions, même 100 millions, ce n'était pas un problème pour moi. Mais le régime de Yaoundé a décidé de me neutraliser. Parce que j'étais jugé au tribunal de première instance pour un délit. C'est-à-dire le genre de délit où, au même endroit que les gens qui arrachent les sacs au marché central. Je n'ai jamais été poursuivi dans une affaire de détournement de deniers publics. C'est que je ne suis pas encore dehors. Ni dans le cadre des affaires de la CATV, ni dans le cadre des affaires de la FECAFOOT. Donc moi je vous dis, ces gens créent même des profils pour venir faire la diversion sur les réseaux sociaux. Quand ils ne financent pas des prostituées qui n'ont rien à perdre, mais qui ont votre visibilité pour raconter des bêtises. Donc les amis, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps
C'était simplement... Attends. Ben disait quoi là? Oui, je vais boire un verre d'eau. Je vais boire un verre d'eau. Non, j'ai pas l'asthme. Je vous dis, il fait très froid en ce moment. Quand vous sortez, sous un grand froid, vous revenez à la maison, il y a le chauffage, les changements. Non. Donc les amis, je vais vous laisser et je vais demander à toutes les personnes qui ne supportent pas mon canapé de ne plus venir sur mes directs. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt.